Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour les différentes présentations dans le chat. Nous organisons ce webinaire en collaboration entre le PCN SHS, Julien ici présent, et le PCN Santé, moi-même, et j'ai vu ma collègue Vania aussi qui était connectée, pour discuter de l'implication des sciences humaines et sociales dans les appels à projets du cluster santé du programme Horizon Europe. Juste pour rappel, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc PCN Santé, donc il est coordonné par, Virginie Sivan. Et nous sommes 3 membres, Vania, Catherine, et moi-même. N'hésitez pas à nous contacter pour, toute question ou pour que l'on vous aide à identifier des appels à projets qui pourraient être pertinents pour, vos activités. Et du coup, je laisse la parole à Julien pour présenter son PCN. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. Je suis déjà, ravi de vous accueillir et puis de pouvoir faire ce webinaire aussi avec le PCN Cluster 1 dit santé, donc pour, présenter effectivement l'implication des sciences humaines et sociales dans les appels, santé. Je suis le coordinateur de ce cluster, de culture, créativité et société inclusive, également du cluster 3 sécurité civile pour la société. Et étant donné que le cluster 2 est un peu dénominé comme étant le cluster pour les sciences humaines et sociales, moi et mes collègues, donc Margot Buridan, Sylvie Gangloff-Florent et puis, Alexandra, sommes aussi les référents, sciences humaines et sociales pour les autres, clusters, et donc moi je suis le référent pour les sciences humaines et sociales dans le cluster santé. Voilà. Merci. Que fait-on en tant que PCN? Comme aujourd'hui, hein, vous informer, vous sensibiliser sur les opportunités de financement sur les projets Horizon Europe, vous expliquer comment ça fonctionne, que ce soit à travers des webinaires ou des entretiens, individuels. Et puis par ailleurs, comme vous avez dû le voir, on organise, pas mal de formations, informations sous forme de webinaires ou d'ateliers en présentiel en fonction des PCN. Aujourd'hui, on va vous parler donc du cluster santé en particulier, donc qui se trouve être dans le pilier 2 d'Horizon Europe, pour ceux qui ne connaissent pas encore, et qui finance uniquement des appels à projets qui sont collaboratifs. Ce qu'il est important de retenir, même si vous connaissez rien du tout, aux appels à projets collaboratifs, c'est que ça s'inscrit dans des priorités, politiques au niveau de l'Union européenne, avec une logique d'atteindre des impacts, très précis à la demande de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des appels à projets qui sont thématiques, donc dans un certain nombre de domaines qui sont identifiés pour, la période 2021-2024 pour le moment. Il n'y a pas besoin de connaître toutes les politiques, il y en a vraiment beaucoup en fonction des thématiques, mais voilà, comprendre que, dans le cadre de ces appels à projets, il faut répondre à une demande précise et donc construire un consortium et aller chercher une expertise pour répondre à la demande. Les appels à projets se traduisent, pour la santé en tout cas, dans divers instruments, dont, le programme de travail, classique santé opéré par la Commission européenne, un certain nombre de partenariats en santé, là qui sont, mis en œuvre par, les États membres qui y participent via leurs agences nationales, et également, un nouvel objet qui s'appelle la mission cancer, donc qui va concentrer, des appels à projets uniquement sur le cancer, dans un pareil, toujours une logique d'essayer d'atteindre des impacts plus rapidement et de manière plus efficace. Et donc dans l'ensemble de ces instruments, on retrouve des appels à projets, dans lesquels, les expertises, dites SHS, vont être fortement, demandées en santé. Pour la mission cancer, voilà, juste pour rappeler que, on est beaucoup sur des logiques, donc outre l'optimisation des diagnostics, des traitements, la prévention, le soutien à la qualité de vie et l'accès aux soins, de santé, équitables. Donc il y a vraiment la place pour, les sciences humaines et sociales. Enfin, à quoi ressemble, comment participer à un projet, collaboratif? Donc on est bien sûr un consortium de partenaires très multidisciplinaires. Donc que ce soit, des acteurs de type, académique, chercheurs, issus d'organismes de recherche, mais également, des PME, des associations de patients, des agences réglementaires. C'est vraiment très variable, en fonction, des expertises demandées. On va avoir un coordinateur et un ensemble de bénéficiaires, et donc
Ici, quelques grands chiffres. Alors bien sûr, ce sont uniquement des moyennes et ça dépend vraiment de chaque appel à projet, mais on va être sur des consortiums de 5 à 20 partenaires pour les plus gros, avec, des budgets par projet qui peuvent aller de 3 4 millions d'euros, avec plutôt une moyenne autour de 7 8 millions d'euros, et des projets qui peuvent aller jusqu'à 15 millions d'euros pour certains, avec des, durées comprises entre 4 et 6 ans et une moyenne, disons, à 5 ans. Voilà pour la fiche d'identité rapide, des projets du cluster santé, et là, c'est plutôt une indication sur comment lire ces appels. Donc je vous le disais, ils s'intègrent dans une logique d'impact. Donc pour chacun des appels, vous avez un ensemble d'expected outcomes qui sont décrits, et donc l'enjeu est que les résultats de votre projet puissent répondre à ces outcomes, puissent y contribuer, à court, moyen terme après la fin du projet. Et ensuite, bah, le scope, va décrire l'ensemble des activités qui doivent être inclus, dans l'appel en fonction des appels. Donc je vais assez rapidement, hein. L'idée n'est pas de passer, toutes les modalités de participation, c'est plutôt pour vous donner, un aperçu de à quoi ressemble un projet. Et pour terminer, il me semble, on est sur des projets qui sont évalués sur, 3 critères, donc l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. Donc sur l'excellence, hein, classiquement, c'est quelles sont les hypothèses scientifiques, la pertinence de vos objectifs et la méthodologie proposée dans le cadre de votre projet. L'impact, ben, c'est comment effectivement votre projet va permettre, de contribuer aux impacts qui sont attendus et quels sont les plans d'exploitation, dissémination et communication associés. Et la mise en œuvre, ça va être là qu'on va juger votre plan de travail, l'adéquation entre, les tâches et les ressources, et surtout la capacité et le rôle de chaque participant, dans quelle mesure c'est complémentaire. Et là notamment, hein, sur, les certains appels en santé en 2021 qui demandaient, l'implication de l'expertise SHS. On voit dans les rapports d'évaluation, beaucoup de critiques sur ces aspects-là, qui indiquent que, OK, on a un partenaire SHS, mais a priori, il a été un peu rajouté, pour faire joli et pas vraiment intégré dans la création du projet. Donc c'est vraiment, quelque chose qui est regardé lorsque c'est, évidemment pertinent, dans le cadre du projet et que c'était spécifiquement demandé dans l'appel. Du coup, je vais laisser la parole, à Julien. Merci. Je vais regarder que cette diapo pour introduire, Emmanuel Henry aussi qui va donc, nous livrer une explication, de ce que peuvent être les sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé. Mais pour rebondir sur ce que disait effectivement, Sophie, on parle au niveau de la Commission européenne d'intégration des sciences humaines et sociales dans les différents appels. Nous, au niveau de notre cluster, SHS, on préfère plutôt parler d'interdisciplinarité ou de transdisciplinarité ou de pluridisciplinarité à la limite, parce que ce sont des appels qui ont tendance pas vraiment à intégrer les sciences humaines et sociales comme étant une composante à part du projet sur lequel il faudrait donc rajouter une dimension sociétale, évaluation de l'ergonomie par exemple, du bien-être des patients ou ce genre de choses, mais vraiment construire avec le consortium une réponse à un appel à projet qui inclut fondamentalement dans la réponse à cet appel à projet la participation des sciences humaines et sociales. Alors, il y a plusieurs appels pour le cluster 1 notamment qui sont vraiment, enfin, sur lesquels il est indiqué que la participation des sciences humaines et sociales et alors, au choix, mais je crois que la phrase maintenant est un petit peu identique, sur tous les appels, est considérée comme étant, une plus-value nécessaire ou je n'ai plus les titres, mais en tout cas, on demande qu'effectivement les sciences humaines et sociales, contribuent de manière effective à cet appel à projet. Je peux vous dire, de mon regard de spécialiste pour le coup d'Horizon Europe et des sciences humaines et sociales, qu'il y a certains appels sur lesquels la participation est évidente et forte, et donc je pourrais vous lister un petit peu les différents appels sur lesquels ça me semble intéressant. Par contre, il y a d'autres appels sur lesquels ça nous semble beaucoup moins évident, moi et mes collègues, à la lecture de ces appels à projets, et on a plutôt l'impression comment dire, d'une interpellation presque cosmétique des sciences humaines et sociales sur ces appels à projets. Néanmoins, étant donné que ça fait partie des critères, il est nécessaire peut-être de se pencher un petit peu plus sur ces appels à projets, mais je reste parfois circonspect sur le langage ou sur l'utilisation de la terminologie sciences humaines et sociales pour la Commission européenne. Voilà, c'est juste pour vous dire quelques petits conseils de prévention.
Je voudrais donc qu'on introduise directement peut-être maintenant, Emmanuel Henry, qui peut allumer sa caméra s'il le souhaite, ce serait peut-être mieux d'ailleurs, et ouvrir son micro, qui nous a fait le plaisir. Merci monsieur Henry, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé, et d'avoir accepté le principe de cet exercice. Donc on souhaitait vous présenter, une sorte de panoplie de, comment on dit? De prêt-à-penser, peut-être un digest ou ou une introduction en tout cas aux sciences humaines et sociales pour la santé. Il m'a semblé important de pouvoir le faire par un spécialiste du domaine, Emmanuel Henry, donc qui est spécialiste enfin, qui est sociologue, directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences humaines, et sociales du CNRS, et qui est spécialiste des questions de santé. Et donc je lui ai demandé, pour le coup, de ne pas être spécialiste et donc d'essayer plutôt de nous donner, de vous donner à la communauté santé, puisque c'est principalement à vous que ça s'adresse, un petit peu des clés de compréhension de ce que sont les sciences humaines et sociales, de ce que peuvent faire les sciences humaines et sociales, avec une application plus particulière sur la santé. Puis ensuite, on aura 2 témoignages sur des projets justement SHS et santé. Et puis on pourra revenir ensuite sur quelques questions si vous voulez pour la fin de ce webinaire. Voilà, monsieur Henry, je vous remercie encore une fois de plus d'être là. Je vous laisse vous présenter et puis nous dire, nous dire les sciences humaines et sociales. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Pas de problème? Très bien, aucun problème. Très bien, donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis en effet directeur adjoint scientifique à l'Institut national des SHS du CNRS, et par ailleurs, en fait, je suis professeur donc, de sociologie, et je travaille sur les politiques de santé, notamment dans les domaines santé environnementale, santé au travail, avec une optique justement autour des politiques de santé, en fait, à cheval un peu entre la sociologie et la science politique. Donc, on m'a demandé en 10-15 minutes de présenter tout ce que les SHS peuvent offrir en recherche sur la santé. Donc, je vais juste ouvrir quelques pistes et proposer un peu des réflexions aussi générales qui peuvent aider justement à créer un peu cet arrimage, cette construction aussi de l'interdisciplinaire, je pense, entre SHS et les sciences biomédicales. Parce que, juste peut-être pour introduire le propos, je pense qu'il y a il y a une vraie injonction, et je pense saine, à intégrer les SHS. Mais la première chose que j'ai envie de dire avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, c'est que on a intérêt quand même à intégrer très en amont justement ces sciences humaines et sociales dans les projets de recherche. C'est-à-dire que ça a été mentionné tout à l'heure par Julien Tenedo, c'est-à-dire ou je ne sais plus, par Sophie Descamps, je ne sais plus, mais cette idée que quand on évalue un dossier, on va voir que il va y avoir la question de l'acceptabilité du problème par les SHS qui va être traité. Tout de suite, si une équipe de médecins va voir des sociologues et leur demande est-ce que vous pourriez vous associer à nous pour voir l'acceptabilité de tel nouveau dispositif médical, nous aider à comprendre la perception du public, tout de suite, les sociologues ou les scientifiques des SHS vont réagir un peu brusquement parce que ils vont ils vont sentir qu'ils arrivent trop tard dans la façon dont le problème est posé. Et je pense donc que c'est important pour les scientifiques qui veulent s'orienter vers un programme qui intègre des SHS de le faire assez tôt dans le montage du projet. C'est-à-dire qu'il faut que les sciences humaines et sociales puissent participer aussi à la définition du questionnement scientifique tel qu'il est formulé par l'équipe générale, par les porteurs du projet. Et si on veut justement que le projet soit bien évalué, parce que moi j'ai aussi une casquette d'évaluateur de projet, alors moi j'interviens plus sur des Marie Curie, mais si on veut que le projet soit bien évalué, il faut que justement qu'il y ait une cohésion, une discussion assez en amont justement entre les scientifiques issus des SHS et les scientifiques issus d'autres disciplines. Donc ça me semble être le premier point qui me semble très important. Après, pour dire que je pense quand on pense SHS, il faut bien penser à une pluralité de disciplines. Donc, c'est vrai que, alors moi je suis issu de la sociologie et de la science politique, c'est des disciplines qu'on va associer assez spontanément, mais il faut penser aussi peut-être à associer l'histoire sur certaines questions, justement pour mettre en perspective un peu la façon dont un problème scientifique médical est posé, ou dont une définition d'une maladie est unanimement acceptée parmi les spécialistes.
mais peut-être avoir un peu de recul historique peut permettre de poser différemment la question, de s'interroger sur comment est-ce que ce consensus scientifique s'est construit, etc. Donc, on peut aller chercher vers l'histoire. Tout ce qui est sociologie et histoire des sciences, notamment la sociologie et l'histoire de la médecine, je pense, peut jouer un rôle important aussi. Donc ça, il faut penser à les mobiliser parce que c'est vrai qu'ils ont un effet justement de capacité de mettre en miroir un peu les approches qui se sont développées par les médecins ou les acteurs qui sont sur le terrain. Du côté de la philosophie, on va aussi avoir des travaux aussi autour de l'éthique, l'éthique de la décision, comment est-ce que on encadre justement les décisions dans les moments, par exemple, délicats de la fin de vie, de traitement de certaines maladies difficiles, etc. Donc, s'associer, un philosophe spécialiste de l'éthique peut aider aussi à rendre les questions, à poser différemment les questions. Il y a aussi toutes les sciences du droit, les sciences juridiques, qui vont aider justement à poser un peu les règles juridiques qui encadrent les activités médicales, qui encadrent le travail de l'hôpital, l'organisation, justement. Alors on l'a sur les débats de la fin de vie de façon évidente, mais plus globalement, c'est aussi tout un ensemble de règles juridiques qui encadrent les activités des médecins à l'hôpital, etc. C'est les disciplines alors, qui vont être peut-être plus spontanément associer l'économie et la gestion, qui ont des forts développements justement dans l'économie et la gestion de la santé, donc qui vont chercher à mesurer l'impact de tel ou tel l'impact du travail ou du chômage sur l'état de santé, mais qui vont, sous l'angle des sciences de gestion, aussi s'intéresser aux transformations justement de l'organisation du système de soins, de l'organisation des hôpitaux, le changement dans les systèmes de tarification des activités, etc., qui va jouer un rôle important. Si on continue un petit peu ce panorama des disciplines, c'est aussi l'anthropologie. Alors, l'anthropologie qui va être beaucoup mobilisée dans toutes les problématiques autour de la santé mondiale, c'est-à-dire qu'ils vont servir à accompagner justement des programmes dans différents pays du Sud notamment. La question de la géographie qui va s'intéresser aux inégalités territoriales de santé, qui va pouvoir interroger un certain nombre de questions relatives justement aux inégalités territoriales de santé, que ce soit sous l'angle de l'accès aux soins, mais aussi plus généralement sous l'angle de l'influence de certaines pollutions, de certains événements particuliers. Et puis enfin, peut-être la science politique aussi qui peut jouer un rôle, alors cette fois sous l'angle plus explicitement des politiques de santé, politiques publiques de santé, à la fois leur conception, interroger sur comment se prennent les processus de décision, quel type de professions sont associées, mais aussi dans une optique un peu d'évaluation des politiques publiques, de réflexion sur les effets de telle ou telle décision politique, et puis parfois aussi dans une approche comparée où on va comparer des systèmes de santé. Alors, à l'échelle européenne, j'imagine qu'il y a un certain nombre de projets qui sont déjà sous ces thématiques-là, mais qui vont chercher justement à mesurer de façon comparée les effets des systèmes de santé. Donc ça, c'était un peu sous l'angle des disciplines qui peuvent être mobilisées, donc pour souligner qu'elles sont assez larges et qu'il ne faut pas s'arrêter peut-être aux disciplines avec lesquelles vous avez eu l'habitude de travailler auparavant, mais peut-être ouvrir plus largement le spectre. Et puis après, peut-être lister un certain nombre de thématiques. Alors après, on pourra peut-être y revenir dans les questions, mais notamment la question de la participation des usagers, des patients et des malades, de leurs familles, à la fois au système de soins et à la recherche. Donc, c'est la question du rôle des associations de patients, sur leur rôle justement sur l'information des patients, la participation des patients et de leurs proches dans les protocoles de soins, mais aussi de recherche au sein des hôpitaux.
des recherches aussi autour des enjeux sociaux des technologies biomédicales, de l'imagerie, de la génétique, donc au-delà justement de la seule question de leur acceptabilité, c'est aussi réfléchir en fait comment ils transforment aussi la relation médecin-patient, comment à travers cette technicisation de l'hôpital, il y a aussi toute une série de transformations de comment le patient est pris justement dans un circuit qui est de plus en plus technicisé, de plus en plus médicalisé aussi. Il y a aussi des questions alors qui sont de plus en plus importantes sur la question des données de santé. Donc les données de santé qui sont à la fois les données issues des institutions en France, par exemple de sécurité sociale, l'accès au SNDS, au système national de données de santé issues des remboursements, par exemple de certains traitements, certains médicaments qui peuvent donner accès à des territoires qu'on n'avait pas auparavant, mais ça pose toute une série d'enjeux juridiques, économiques, sociopolitiques qu'il faut interroger, à ce moment-là, il faut intégrer les SHS sur ces questionnements. On va avoir aussi toute une série de questions, je pense, où il peut y avoir beaucoup d'études qui peuvent être sur l'hôpital en tant que tel, l'hôpital en tant qu'organisation. Alors, il y a eu beaucoup de travaux historiquement sur les professionnels, les médecins, les rapports médecins-patients, mais aussi autour des transformations des conditions de travail, des transformations des horaires de travail, de l'organisation, de l'articulation des différents métiers entre médecins, infirmiers, les cadres de santé, un certain nombre d'évolutions démographiques et sociales dans les organisations de santé, sur les liens, la coordination entre la médecine de ville et l'hôpital, plus largement justement au-delà de l'hôpital aussi l'organisation des filières de soins où on peut avoir besoin justement des sociologues et des gestionnaires, donc coordination ville-hôpital, je l'ai dit, coordination entre tout ce qui relève de la médecine en tant que telle, du médico-social, donc c'est l'intégration aussi des politiques de santé dans l'ensemble des politiques sociales. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi après? Je pense qu'il y a aussi toute une question aussi autour alors j'en ai parlé un petit peu sur les inégalités sociales de santé, mais peut-être aussi dans une perspective de monter des enjeux de santé environnementale. Alors c'est peut-être aussi parce que moi j'ai un prisme autour de ces questions, mais la question justement de comment est-ce qu'on mesure les effets de l'environnement sur la santé, comment on se donne les moyens de le faire mieux. Donc, il y a des données qui sont issues des sciences biomédicales, mais je pense qu'on a intérêt aussi à associer très en amont, justement, les sciences humaines et sociales pour interroger, justement, à la fois les questions d'inégalité d'exposition, les questions d'injustice environnementale, donc, qui se traduisent aussi en injustice ou en inégalité sanitaire, inégalité en termes d'espérance de vie, inégalité sociale de santé, je pense qui en France doit faire l'objet justement d'un intérêt particulier. Donc, je pense que voilà, j'ai proposé un panorama. En tout cas, c'est plus des pistes de recherche, mais je pense je reviens un petit peu à ce que je disais au départ. L'important, c'est de travailler. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Moi, je travaille assez régulièrement avec une épidémiologiste avec lesquels on a des projets de recherche. On pense pas toujours de la même manière, mais je pense que c'est important, très en amont en tout cas, d'apprendre à trouver les terrains sur lesquels on peut travailler ensemble et construire des questions communes. Parfait, écoutez, merci. Merci pour cette présentation qui me paraît en tout cas très, très claire. Et je vous suis totalement dans la distinction entre la présentation sur et les disciplines et les différentes thématiques. Sophie, est-ce que tu souhaites qu'on fasse des questions maintenant ou parce que je peux aussi concrètement vous montrer très rapidement en fait l'exemple d'implication des sciences humaines et sociales dans des appels à projets 2023-2024, puisque j'en ai dressé une liste sur nos slides. Donc comme ça, on peut rapidement voilà.
Donc j'ai identifié, moi, pour les appels 2023-2024, merci beaucoup Sophie pour la planche, 7 appels qui me semblent en tout cas très importants, pour lesquels il y a une véritable dimension en sciences humaines et sociales. Et pour ceux qui connaissent, donc la possibilité d'inclure un work package dédié entièrement à ces questions de sciences humaines et sociales sur ce qu'on appelle le Silver Deal, hein, et la Silver Economy, donc les sociétés vieillissantes, et donc voir comment est-ce qu'on peut mieux accompagner ces personnes, mieux les autonomiser, et quelles sont les économies aussi qu'on pourrait faire, et quels sont les bénéfices aussi pour la société. Il y a aussi également la prise en charge du bien-être des enfants et des adolescents dans des sociétés de plus en plus numérisées, avec des problèmes d'addiction ou autres. On parlait aussi justement de la santé environnementale. Il y a tout un appel sur One Health, hein. On parle de la santé de la planète, de la santé de l'être humain, et donc mieux comprendre en fait les liens entre cette dégradation environnementale et puis sa cause sur la santé, donc qui me semble très propice en tout cas à l'intégration ou à la participation des sciences humaines et sociales. On parlait aussi de la fin de vie, toutes les approches sur la fin de vie, et sur les nouvelles approches pour les soins palliatifs et la fin de vie pour les patients non-cancer patients. Également, on a un appel sur la résilience et le bien-être et la santé pour les personnels de santé. Un appel aussi qui est très SHS pour le coup, enfin, qui a parfois plus SHS que ce qu'on peut avoir pour le cluster 2 par exemple, sur l'accès aux soins, hein, pour les personnes en situation de vulnérabilité, avec vraiment des mentions très explicites, par exemple aux Roms, qui sont l'une des ethnies les plus importantes d'Europe, et qui a une espérance de vie de 10 ans de moins que la moyenne européenne. Pardon, également une mention des communautés LGBTQ et autres, en disant donc ces populations-là sont donc des patients en situation de vulnérabilité. Comment est-ce qu'on peut mieux prendre en compte leurs soins et la portée des soins? Et puis, effectivement, un dernier appel sur les interventions de santé là où il est besoin dans certaines aires publiques. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des appels sur lesquels il y a des appels à forte composante SHS. J'en ai mis 4 sur la planche suivante, sur lesquels l'impact des sciences, enfin, l'intervention des sciences humaines et sociales est demandée, mais il me semble plus mineur. Et donc, je reprends en tout cas le très bon conseil d'Emmanuel Henry, effectivement, de prendre très en amont contact avec ces communautés en sciences humaines et sociales pour les intégrer, parce qu'effectivement, l'intégration cosmétique se voit à la fin, non seulement dans l'évaluation, mais aussi dans les rédactions du projet. Et ça, ça risque de ne pas vraiment correspondre ou répondre à vos attentes, alors une bonne relation avec la communauté en sciences humaines et sociales, pour essayer de bien définir justement l'angle, le vocabulaire ou les présupposés sociaux ou ethniques ou géographiques ou culturels qu'il peut y avoir dans une relation médicale, qui sont toujours présents, peut servir aussi éminemment à votre projet. Voilà ce que je peux en dire, moi, de manière concrète pour ces appels. Est-ce que on prend les questions maintenant, Sophie, ou est-ce qu'on fait intervenir S'il y nos deux a témoignages? S'il y a des questions, oui, en attendant que ça se manifeste, moi j'avais juste une remarque. Alors je sais pas si monsieur Henry avait eu la liste des appels, mais dans les appels, à forte composante SHS, quasiment en fait, vous avez cité ces thématiques, dans votre exposé, et on les retrouve, dans des appels à projets, donc voilà, ça, je trouve que ça illustre bien le propos. Donc C'est une s'il y bonne a chose. des questions spécifiques, on peut les prendre maintenant. Monsieur Henry, vous avez un peu le temps de rester encore avec nous? Oui, je peux rester un peu. Et je voulais juste ajouter, parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas mentionné explicitement, et c'est vrai que ça fait partie des gros axes, la question des âges de la vie, en fait. Cette question des âges de la vie qui est portée par à la fois Silver Deal et le rôle des enfants et des adolescents. Là, pour le coup, il y a des grosses communautés de recherche en sciences sociales aussi, et c'est important de les associer aussi. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Sophie, Oui. comment... Oui. Bah, juste peut-être un commentaire avant de passer par rapport aussi à des commentaires de monsieur Henry, c'était qu'il fallait que, les 2 communautés se parlent, et ça, c'est souvent un truc, alors moi je connais pas du coup côté SHS, mais côté plutôt biologie santé,
les personnes nous disent, «Bah, je connais pas, je sais pas qui, quoi, où, comment» et c'est peut-être pas évident aussi, de faire le lien et justement, dans les 2 témoignages qu'on va avoir, peut-être si vous pouviez expliciter comment vous avez fait le lien entre ces, 2 communautés justement et comment se sont passées, les discussions. Ça peut, être intéressant et on avait une main levée, mais elle a disparu. On J'ai pas avait eu le 2 temps de mains voir. levées, mais elles ont disparu. D'accord. Donc on Pas eu le peut temps de voir qui c'était. ah, elles sont si, Vania. Oui, en fait, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cet exposé. En fait, c'est super intéressant. Je voulais juste faire un petit commentaire. En fait, je pense que ce qui est important, en fait, là, il y a un exemple d'une liste avec des exemples des appels où on peut inclure les SHS. Mais je pense que pour les clusters santé, pratiquement tous les appels, ils sont un composant où on peut inclure un partenaire SHS, quoi. Et il ne faut pas juste, si vous avez envie de voir les appels santé, vous pourrez voir toutes. En fait, c'est là en priorité peut-être parce qu'ils sont des composants plus importants. Mais dans tous les restes des appels santé, de cluster santé, il y a un composant, on peut inclure un partenaire SHS. Effectivement, Merci. parfait. Merci, Vania. Alors madame Ledeken, j'ai peur de mal dire votre nom. Désolée, j'ai temporairement disparu et ma main aussi, bref, un peu compliqué. Oui, j'ai oublié dans ma présentation, en fait, de dire que je suis SHS. Je suis désolée, je me suis trompée de réunion, mais je suis ravie d'être là. Donc, je voulais juste Ah, mais rajouter un petit point à la liste extrêmement longue, effectivement, des SHS. Vous avez, à ma grande honte, mais ce qui montre bien aussi que c'est émergent, oublié les sciences du langage, en particulier l'analyse des discours ou la sociolinguistique. C'est ce que je fais. Et en fait, donc, on regarde les mots que les gens utilisent, comment ils les utilisent, comment, par exemple, les interactions patient-médecin, c'est beaucoup travaillé, mais ça va largement plus au-delà aussi dans plein de discours qui sont effectivement produits, que ce soit par les médias, que ce soit dans les réunions. Voilà. Il y a plein de niveaux où on travaille par le discours et avec le discours. Et ça, on peut le regarder à la loupe. C'est extrêmement intéressant. Alors, parfois, très qualitatif dans l'ultra détail, mais aussi de façon quanti avec ce qu'on appelle la lexicométrie. Et donc, on a des logiciels qui permettent d'avaler énormément de données et de voir un peu les grandes tendances de discours qui se mènent. J'ai rapidement présenté dans le chat que je travaille sur un corpus de 10 ans de prévention de suicide par chat. Et c'est interminablement passionnant, effectivement, que de plonger dans ce discours et de voir comment ça s'organise et comment ça évolue. Ça s'est mis en place en 2005, on a le corpus jusqu'en 2015 et on aura la suite aussi. Et c'est, voilà, en termes de discours et de comment on aide les gens et comment là, uniquement le discours par écran fonctionne ou fonctionne pas. Parfois, ça rate aussi un peu, hein. C'est extrêmement intéressant. Donc, je voulais juste rajouter une toute petite ligne voilà, sur la longue liste des SHS parce que c'est de plus en plus présent, en l'occurrence, c'est-à-dire que la santé vient nous chercher. On voit bien qu'il y a un appel d'air, effectivement, mais c'est extrêmement passionnant. Je voulais juste glisser. Bien sûr. Merci. Merci pour cet ajout, hein. À la décharge de monsieur Henry, c'est vrai qu'on lui a demandé aussi de présenter des appels d'une manière exhaustive et on pourrait citer aussi la psychologie, la psycholinguistique ou d'autres disciplines, mais qui viennent presque plus naturellement, mais c'est vrai que il était difficile d'être exhaustif. Donc, mais merci pour cette précision. On a une question de Crignon. Pardon, je prends les noms qui me viennent. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bonjour madame. Oui, bonjour. Donc juste pour précision, moi je suis en philosophie. Je voulais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit monsieur Henry, à savoir qu'en philosophie, il y a aussi la philosophie de la médecine. Et le propre de la philosophie de la médecine, c'est justement de proposer de la philosophie dans les sciences, c'est-à-dire vraiment pas seulement l'éthique, mais comment en fait la réflexion philosophique peut amener à se poser une question différemment en médecine ou en sciences, donc en amont vraiment de la réflexion. Donc, je voulais juste ajouter ça et juste un tout petit commentaire par rapport à ma propre expérience. J'ai été beaucoup sollicitée pour des projets en médecine dans mon poste précédent à Sorbonne Université. Et effectivement, souvent, j'avais l'impression que la demande venait un petit peu tard pour construire ce volet SHS pour un projet qui était déjà monté. En fait, c'était le cas pour un projet sur les cancers rares à Sorbonne Université.
Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et effectivement, notre demande, c'est vraiment que ça se passe plus en amont. Mais on a la même difficulté aussi à être mis en relation avec les chercheurs en biologie ou en médecine qui pourraient avoir besoin de nous. Surtout que dans une carrière, on est amené à changer de poste, ce qui est exactement mon cas pour moi. Maintenant, je suis plus… les contacts que j'ai mis 5 ans à établir au sein de mon université, je ne les ai pas forcément dans ma nouvelle université à Nancy, où il y a aussi une faculté de médecine. Et donc, ma question, c'est justement, est-ce que vous avez réfléchi à des outils, à des annuaires, à des moyens de mettre en relation les chercheurs comme moi qui sont demandeurs de ce type de collaboration et qui arrivent parfois dans un nouvel environnement professionnel où tout est à reconstruire en fait? Alors, j'entends, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Je répondrai du point de vue des SHS, en tout cas, et puis ensuite, je pourrais aussi laisser peut-être Sophie répondre. Pour l'instant, ce que j'ai adopté, moi, en tout cas, de mon point de vue, après avoir essayé de lancer des grands chantiers, j'adopte plutôt la politique des petits pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de faire des webinaires pour se comprendre, pour se connaître, pour se voir, essayer d'identifier aussi, puis ensuite, peut-être d'avancer avec Sophie. On a la chance aussi de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir avancer sur différentes propositions, différentes actions pour se faire rencontrer les communautés, SHS et santé. Après, il faut qu'on prenne le temps de pouvoir le faire, de le faire bien, de proposer des annuaires. C'est toujours très compliqué, alors que ce soit en termes de RGPD ou que ce soit en termes justement de mobilité des chercheurs ou de laboratoires qui ne sont plus à jour ou quelle base de données utiliser. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, on essaie de faire une communication suffisamment forte au niveau national et de fédérer les différentes communautés. Vous voyez, par exemple, je suis content de voir qu'il y a des communautés des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines et sociales qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Et donc, graduellement, en tout cas, construire cette relation et puis peut-être un jour pouvoir faire une sorte de brokerage event d'événements de réseautage français entre les SHS et la santé. C'est un premier pas et on s'y achemine, mais on n'y arrivera peut-être pas tout de suite. Voilà. On va peut-être passer au témoignage si tu veux bien, Sophie. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, Par qui? Oui. Je sais pas, dans ma slide, j'avais Madame Quantat Très bien. en premier, Parfait. donc voilà, c'est complètement au hasard. D'accord, parfait. Complètement au hasard, mais avec intérêt en tout cas. Tetiana Quantat, que je remercie beaucoup d'être présente. Bienvenue à toi. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai une petite présentation, mais j'ai pas une option pour partager. Alors, je vais la partager si tu veux. Je t'ai mise en présentatrice, mais si tu veux, je peux. Normalement, c'est possible de partager. Ouais. Je l'ai là. Normalement, tu dois l'avoir. Attends, PowerPoint, non, c'est pas ça. Zut, mon PDF ne veut pas afficher. Je vais essayer. Je peux pouvoir y arriver, j'espère. Tu l'as également, Sophie? Je suis en train de le charger, ouais. Ah, tu l'as, d'accord. Tu arrives à partager un PDF? Je peux pas partager un PDF. Très étonnant. Non, je peux. Tu y arrives? J'y suis presque, si tu n'y es pas arrivé encore. C'est pas ça. Pas encore, non. J'essaye. C'est bon. On va y arriver, Tatiana. Ah, super. Merci beaucoup, Sophie. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de faire mon témoignage sur le montage de projet H120 Mood, Monitoring Outbreak Events for Disease Surveillance in a Data Science Context. Donc, j'ai accompagné le montage de ce projet en tant que chargée de développement de projet au sein de la DIMS. Donc, c'est un service d'appui spécialisé en ingénierie de projet au sein du CIRAD, ce qui est un établissement public de type EPIC. Alors, déjà,
pour commencer, je voudrais vous présenter quelques éléments du contexte du montage. Ici, vous voyez le topic auquel nous avons répondu en présentant le projet Mood. Donc, c'est un défi sociétaux 1 qui correspond en Horizon Europe au cluster 1 santé. Donc, le cluster disposait d'un budget de 30 millions et prévoyait le financement de 2 projets. Donc, notre projet a demandé 14 millions. Et ce qui était attendu dans le topic, c'est le développement de la technologie permettant la mise en commun, l'accès, l'analyse et le partage des données pertinentes, le développement des méthodes innovantes de bioinformatique et de modélisation qui permettent la modélisation et la cartographie des risques, et la conception des outils analytiques pour alerte précoce, pour évaluation des risques et pour la surveillance des menaces, l'introduction des maladies infectieuses émergentes ou réémergentes. Et donc, pour cela, le prochain slide, l'approche Mood est portée sur la co-conception d'outils et de services prêts à l'emploi en se basant sur les besoins des utilisateurs finaux. Donc, dans notre cas, nous avons identifié nos utilisateurs finaux. C'était les agences nationales type ANSES ou pour la France, ou supranationales type ECDC en Stockholm, de santé publique humaine et vétérinaire. Prochain slide. Voilà. Non, précédent. Alors, la coordination est assurée par Mood à travers d'une unité mixte de recherche ASTRE, CIRAD INRAE. Donc, c'est une unité qui combine, souvent implique dans la plupart de ces projets des approches multidisciplinaires, multi-échelles et multi-acteurs. Donc, je fais juste un petit focus sur ça. On va en parler un petit peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Prochain slide. Merci. Alors, ici, vous pouvez voir l'organisation du projet, la structure découpage en Word Package et les liens entre le Word Package. Prochain slide. Là, tout de suite, on voit que on commence par Word Package 1 qui se base sur l'identification des besoins des utilisateurs finaux et assurer cette interface avec les autres acteurs de l'innovation. Donc, plus particulièrement, ce qui se passait, c'est que l'approche de participatoire a été adoptée pour la co-conception des outils. Donc, ça se passait par les entretiens, les enquêtes, les questionnaires auprès des utilisateurs finaux, qui permet de comprendre, récolter, avoir ce retour sur qu'est-ce que c'est le vrai besoin de ces utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme un outil, comme les fonctionnalités. Et ensuite, ce retour de l'équipe SHS a été traduit dans une cahier de charge technique qui était transmis en Word Package en charge de conception informatique, développement informatique de l'outil. L'intégration des équipes SHS n'a pas s'arrêté ici parce que ce qui était très intéressant dans le projet, dès que notre équipe informatique, c'était les partenaires belges, sortait une bêta version V1, V2, V3 de l'outil, l'équipe SHS faisait de nouveau les enquêtes auprès des utilisateurs, elle les faisait tester cet outil et récolter leur retour. Donc, on voit ici user feedback pour pouvoir améliorer, adapter le cahier de charges technique. Et donc, ça c'était en continu jusqu'à la conception d'une édition d'une version finale des outils, ce qu'on appelait aussi dans le projet Learning Loops with End Users. Le prochain slide. Alors, maintenant, plus concrètement, sur les difficultés rencontrées et les solutions envisagées possibles. Donc, tout d'abord, notre noyau des scientifiques d'une grande renommée n'a pas été préparé à l'intégration des SHS. Quand on est sur un projet ambitieux, et c'est le cas du projet H2020 Horizon Europe, un projet avec des scientifiques de très haut niveau qui avaient déjà collaboré, dans notre cas, ils avaient déjà collaboré dans 2 autres projets FP7, dont une, je pense aussi coordonnée par le CIRAD. Et ce noyau s'est retrouvé dans le projet Mood. On ne peut pas leur balancer cette intégration SHS comme ça sans les préparer.
Donc, notre coordinateur, il a senti intelligemment que c'était le bon moment pour donner la place aux sciences sociales, que c'était vendeur, ça va nous faire gagner des points, et le plus important, que ça va nous permettre de pérenniser dans la durée ces résultats, l'utilisation des résultats qu'on va développer, et la meilleure appropriation de ces résultats par les utilisateurs finaux. Alors, par contre, l'équipe SHS, comme était dit par M. Henry, elle était intégrée un petit peu trop tard, parce que, comme j'ai dit, c'était une noyau scientifique qui a collaboré depuis c'était leur 3e projet européen ensemble. Et donc, quand l'équipe SHS est arrivée, même si cette idée de les intégrer était assez tôt hein, dans la conception, mais on avait déjà une première version de découpage en Word Package. Et donc, ce noyau des scientifiques des sciences informatiques, de sciences médicales, ils ont vu cette intégration SHS plus comme une contrainte que comme une plus-value. Donc, il aurait la solution possible, il aurait fallu travailler cela dans une démarche vraiment de co-construction depuis le tout début du montage. Alors, pourquoi on n'était pas préparé à cela? Pourquoi on a pensé, notre erreur hein, était de penser que cela va se passer tout seul? Parce que, comme j'ai dit, cette unité ASTRE, c'est une unité pluridisciplinaire en santé animale et qui mobilise régulièrement des approches sociaux. C'est là aussi lié au mandat du CIRAD. CIRAD, dispose d'un mandat de développement dans la science, dans le développement durable et solidaire, et il travaille beaucoup avec les pays du Sud. Ce qui veut dire que souvent, dans nos projets de recherche ou de développement, on intègre une étape qui consiste dans la collecte des données. Donc, ça peut être collecte des échantillons biologiques, mais aussi collecte des données sociaux. Parce que dans les pays du Sud, soit les bases de données sont incomplètes, soit ils sont inexistantes. Donc, on commence par constitution de cette base de données fiable à partir duquel on va pouvoir construire nos activités de recherche. Et donc, on a l'habitude ces équipes, ils ont d'habitude de passer par les enquêtes auprès des éleveurs, des entretiens duels avec les membres du foyer, pour justement avoir ces connaissances, récolter ces connaissances contextuelles. Quelles sont les pratiques traditionnelles? Quelles sont les croyances? Quelles sont les perceptions qui peuvent être les facteurs d'émergence et de transmission de certaines maladies animales ou zoonoses? Donc là, c'est la première erreur, mais qui du coup compliquait pas mal le montage. Deuxième point, le slide suivant, s'il vous plaît, merci. C'était la question de leadership. Alors, il faut avoir les sociaux qui se sentent légitimes, qui sont reconnus et qui ont un potentiel de leadership. Parce que d'une part, il y a la qualité du travail qui va être produit dans la discipline, et puis il y a la capacité d'animer, de faciliter et d'entraîner. Donc, cela va reposer sur quelqu'un qui a de leadership, qui a suffisamment de confiance pour s'autoriser à dire à ces scientifiques provenant d'autres disciplines, non, venez, il faut le voir plutôt par là. Et pour cela, il y a donc besoin du cadre scientifique solide, mais il y a aussi besoin de très sérieuses soft skills pour aller dans cette construction interdisciplinaire. Et pour cela, il faut se donner vraiment des moyens parce que c'est principalement les coûts RH. On a vu quand c'était les chercheurs juniors qui menaient le lead sur une tâche, ça ne se passait pas aussi facile que quand c'était une senior SHS, un chercheur senior en SHS qui avait cette habitude d'expliquer, d'avoir cette posture de leadership, de légitimité et donc faciliter les échanges. Et prochain slide. Au-delà de soft skills, il faut aussi avoir les méthodologies d'intégration. Parce que ce que nous avons constaté dans les projets qui marchent, c'est que le dialogue a permis entre les chercheurs SHS et Sciences Dures de s'expliquer mutuellement ces approches méthodologiques et ces cadres épistémologiques. Donc, c'est très, très important d'expliquer rigoureusement qu'est-ce qui fait la valeur et la validité d'une donnée en sciences sociales. Parce que
souvent, les gens des sciences médicales qui n'ont pas d'habitude de travailler avec les équipes SHS, ils ne comprennent pas la manière dont les sociaux collectent les données, dont ils les analysent et leurs mécanismes de publication. Donc ça, il y a vraiment cette besoin d'installer le dialogue correctement, rapidement, dès le début, avec les vraies méthodologies. Et prochain slide. Et je pense que la plus grande erreur, parce que j'ai pu échanger avec notre équipe SHS de ce projet pour pouvoir comparer si on avait les mêmes retours d'expérience. Donc, la plus grande erreur, c'est de croire que ça va se faire tout seul. Non, ça ne se fait jamais tout seul. Il faut toujours avoir une méthodologie de dialogue. Voilà. Merci beaucoup. Merci Le dernier beaucoup. slide, c'est Il y avait une juste... slide. Ah oui, voilà. Ok, merci beaucoup, Tetiana. C'est presque une démonstration par l'exemple de l'intégration des SHS. C'est presque un terrain SHS que vous nous avez fait là sur la coordination d'un projet SHS et santé. C'était très intéressant ce point de vue justement et de voir comment est-ce que vous avez pu faire appel, quels sont les bons conseils que vous avez aussi à donner pour une bonne intégration, j'emploie quand même ce terme, d'une équipe en sciences humaines et sociales. Juste une question que je me permets tout de suite, c'est cette équipe en sciences humaines et sociales, comment est-ce que vous l'avez identifiée? Comment est-ce que vous avez été en rapport, en contact avec elle? Alors, cette équipe, tout d'abord, et ils ont été intégrés, ça faisait partie de l'unité qui coordonnait. Donc, il y avait l'équipe épidémiologiste et l'équipe SHS. Donc, le coordinateur, c'est une épidémio qui a eu cette idée d'intégrer les SHS parce qu'il les aide dans l'unité, il collabore sur d'autres projets. Et il est venu chercher ses collègues de son unité qui, après, disposaient d'un réseau plus large. Et après, ils ont pu intégrer une autre association en SHS comme partenaire. Ouais, évidemment, ça répond peut-être un peu à la question qui avait été posée précédemment. Le premier réseau à trouver en SHS ou en santé, c'est évidemment le vôtre, c'est-à-dire que des collègues avec lesquels vous avez l'habitude de travailler ou une unité qui est dans votre université ou autre sont peut-être potentiellement des personnes avec lesquelles il est plus facile de travailler. Et on le voit bien dans le cadre de projets européens, que ce soit au niveau des partenaires français ou européens, il est toujours beaucoup plus facile de monter un projet avec des gens avec lesquels on a déjà travaillé que de réinstituer une nouvelle relation de travail, de confiance, et puis de mettre en place des procédés qui sont quand même complexes administrativement, mais et qui nécessitent donc une certaine confiance aussi. Donc, merci beaucoup. Après, une pour ce autre témoignage piste très qui parlant. peut être ce que j'avais fait à l'époque, mais on n'a pas décidé de prendre ce chemin, c'est je vais faire une analyse sur Cordis des projets avec SHS Santé et j'ai pu identifier un ou deux grands docteurs spécialistes qui ont eu du coup l'habitude de travailler dans le milieu pluridisciplinaire. Et donc, j'ai proposé au coordinateur ces deux partenaires. Un était partenaire allemand et un deuxième, je pense que néerlandais. Mais en discutant, voilà, ils se sont orientés plus vers une association française parce que ça faisait une partie de réseau. Mais voilà, ça peut être aussi une piste. Excellente piste, effectivement. Sophie, pardon. Ouais, peut-être avant de prendre les questions, laisser la parole au deuxième témoignage, parce que pour les gens qui avaient prévu une fin à 18h, qu'ils puissent écouter. Et Tout à fait. ensuite, on prendra les questions pour les deux personnes. Je ne sais pas ce que tu en Ça penses. marche. Très bien. Merci beaucoup, Tetiana. Merci, en tout cas, hyper intéressant ce témoignage. Je pense que on va essayer de le diffuser largement. Du coup, je laisse la parole à Madame Greenberg et merci beaucoup d'avoir accepté un peu en dernière minute de participer. Ça, vous m'entendez bien? Ça va. Ok, super. Donc, ce que je vais faire, c'est me présenter. Donc, en fait, je suis Delphine Greenberg, je suis professeure en psychologie de la santé à l'Université de Lille. Et voilà, je vais présenter un peu le projet sur lequel on a travaillé, plus spécifiquement notre work package. Donc, en fait, on fait partie du projet FAIR, qui est porté par Jean-Claude Sirard, qui travaille à l'Institut Pasteur de Lille. Et le but du projet, c'est d'évaluer les effets au niveau immunitaire d'un traitement adjuvant, donc complémentaire, aux antibiotiques pour des pneumonies causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc l'idée, c'est de proposer un traitement qui viendrait améliorer l'efficacité des antibiotiques. Et donc pour des parties plus cliniques et bio, l'objectif, c'est de voir justement l'impact de ce traitement au niveau biologique,
l'efficacité du médicament et aussi de voir les biomarqueurs chez les patients qui seraient à risque justement de présenter une résistance aux antibiotiques. Et plus spécifiquement au niveau SHS, l'objectif était, comme ça a été abordé tout au début, c'est d'examiner si le traitement est acceptable par les patients, mais aussi les cliniciens, et s'il est rentable en termes d'économie de santé. Donc, à court terme, l'idée, c'est de faire un essai clinique en phase 1 et d'évaluer la sécurité, justement, de ce traitement adjuvant. Et c'est un traitement qui est administré par un aérosol. Et à long terme, l'objectif, c'est de mieux traiter les patients qui présentent une résistance aux antibiotiques. Et donc, nous, dans notre Work Package, on s'est intéressé, comme je disais, à l'acceptabilité de cette thérapie adjuvante sous forme d'aérosol chez les patients, des patients qui pourraient être à risque d'avoir besoin de ce type de traitement, donc des patients qui ont une maladie respiratoire chronique, ou des patients qui sont actuellement hospitalisés pour pneumonie. Donc ça, c'est la partie plus patient. Et on s'intéresse aussi à l'acceptabilité au niveau des soignants. Donc tant auprès des soignants, des médecins qui vont prescrire le traitement, mais aussi auprès des infirmiers, infirmières qui vont mettre en place le traitement. Donc il y a vraiment deux volets, en tout cas, dans la partie psycho et acceptabilité. Et donc la partie économie de la santé, c'est plus le co-leader, enfin le leader, je suis co-leader du Work Package qui s'en occupe. Et donc on a développé justement ces questionnaires. On travaille avec des associations de patients qui sont des associations européennes de patients. On travaille avec les cliniciens pour identifier la stratification, donc pour identifier les biomarqueurs qui permettraient justement d'identifier les patients à risque, donc l'équipe aux Pays-Bas, mais aussi auprès de l'équipe de Tours qui va mener l'essai clinique. Et je pense justement que c'est un projet qui s'est vraiment très très bien déroulé par rapport à ce qui a été dit ici avant sur le fait de devenir à quel moment du projet, est-ce qu'on vient à la fin ou au contraire au début. Et ici, on a vraiment eu de la chance parce qu'on a été contacté très tôt par le porteur, donc par Jean-Claude Sirard, qui nous a vraiment intégrés dans la construction du projet. On voit vraiment que les SHS ne sont pas venus à la toute fin, quand tout le projet était rédigé, les Work Packages. On a vraiment été intégrés dès le début, même si voilà, on est confronté à d'autres situations où on est un peu appelé en dernière minute. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. Et même au niveau des partenaires, il y a vraiment un intérêt des autres partenaires parce que, en fait, c'est vraiment un double sens. Nous, on a besoin d'eux pour créer notre enquête. Et eux, ils ont besoin de nos retours parce que même si le traitement est efficace, s'il n'est pas accepté par les patients, ça ne sert à rien. Donc, en fait, notre retour sur les réponses des patients et des cliniciens, sur, par exemple, qu'est-ce qui motiverait à utiliser le traitement en termes vraiment pratiques de durée, de fréquence d'utilisation, mais aussi en termes de croyances, en termes de perception des effets secondaires. Voilà, donc c'est vraiment, disons, dans la bidirectionnel. Vraiment, on a besoin d'eux et je pense qu'eux ont besoin de nous aussi à plus long terme pour la mise en place des traitements, des essais cliniques suivants. Voilà. Merci. Et du coup, j'aurais la même question que Julien. Comment, Jean-Claude Sirard, vous avez identifié, parce que je comprends que vous êtes aussi sur le même site, donc en fait, vous aviez travaillé auparavant ensemble. Alors non, c'était il y a quelques années, c'était avec une ancienne collègue, donc professeure Véronique Christophe, et c'est par elle que le contact avait été fait. Et voilà, après, on a travaillé plus spécifiquement ensemble et aussi avec une autre collègue qui s'appelle Christelle Dupré. Et donc, on travaille à deux sur ce projet. Mais je pense qu'ils se connaissaient déjà avant. Voilà, c'est juste moi qui suis arrivée sur le projet, mais eux se connaissaient, je pense, déjà avant. Mais je pense qu'ils n'avaient pas travaillé encore ensemble. Donc là, je pense que c'est vraiment un projet qui se déroule très bien parce qu'effectivement, on n'avait pas travaillé ensemble avant. Et voilà, j'étais plutôt junior et finalement voilà, c'est un projet qui se déroule vraiment très bien et voilà. Et alors évidemment on ne comprend pas toujours les discussions des biologistes, mais voilà, je pense que notre langage est plus simple à comprendre. Je pense que eux comprennent plus facilement ce que nous on mène comme recherche.
D'accord, bah, il faut aussi qu'ils fassent un effort pour, vulgariser leurs, objectifs Oui, bon, c'est pas et toujours simple, leur de refaire les bases, de la bio, mais bon. Non, non, ça se passe, c'est vraiment un projet qui se passe bien parce qu'il y a effectivement l'économie de la santé, des biologistes, des cliniciens, des mathématiciens et en fait, voilà, on arrive voilà, à ce que ça se passe bien. Super. Merci. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage aussi très, très éclairant. Je propose qu'on prenne quelques questions. Je remercie Monsieur Henry qui est resté. Je lui ai promis que le webinaire serait court et je vois qu'il est encore présent. Donc, je remercie vraiment d'être là. Alors, n'hésitez pas. Voilà. Madame Ngando. Oui, On vous écoute. bonsoir. Voilà, ma question s'adresse à à Tetiana. Moi, actuellement, je suis doctorante en HSS, mais avant, j'ai travaillé dans des projets multidisciplinaires au Cameroun particulièrement, et je me reconnais vraiment dans toutes les difficultés qu'elle a citées tout à l'heure. Mais j'aimerais savoir, quand on parle de méthodologie de dialogue, je pense que c'est différent du plan de communication. Et du coup, j'aimerais savoir si elle peut donner des références ou bien des ressources documentaires ou scientifiques sur cette question-là durant le cycle du projet, donc de son montage jusqu'à son évaluation. Est-ce qu'il y aurait des ressources documentaires qui existent sur ce dialogue à établir? Alors, pour une question aussi précise, peut-être, je me permettrai de vous mettre en relation si Tetiana le souhaite bien, comme ça elle pourra vous répondre assez précisément. Avec plaisir. D'accord, merci. Voilà, bah, je ferai la connexion entre vous, Madame Gando. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message? Je vous mets mon adresse mail dans le chat, et puis comme ça, vous m'écrivez, et puis je transfère Madame Quantat. D'accord, merci. Je vous en prie. N'hésitez pas pour vos questions, voilà. Il y a d'autres questions? Sinon, bah, du coup, moi, j'en ai une. Ah oui, voilà, une question. Monsieur ou madame Abdoulaye, désolée pour la prononciation. On vous écoute. Si vous activez votre micro, par contre. Allô? Voilà, Ah oui. on vous entend. Ah oui, oui, vous avez bien prononcé, c'est Abdoulaye, hein, depuis Dakar. D'accord. Je vous envoie un peu de soleil. Hein, je suis philosophe des sciences, épistémologue, ancien chercheur donc, en ces matières-là. Et je suis aussi membre associé des archives Poincaré. Je voudrais réagir d'abord par rapport à la précédente collègue. Il m'a semblé qu'à un moment donné, elle a parlé de travail avec les pays du Sud. Bon, par curiosité, je voudrais bien savoir de quel pays elle parle et est-ce que sur place, dans ce pays-là, ils ont des collègues auxquels ils correspondent. Une autre question, ou une provocation, disons, la collègue qui vient de terminer a parlé un peu de la difficulté à comprendre les collègues biologistes avec lesquels elle travaille. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas... Je voudrais savoir si dans ce travail qui réunit biologistes et sociologues ou psychologues, il n'y a pas parfois une sorte, disons, de snobisme. Est-ce que, par exemple, les biologistes, justement, qui font partie de ce qu'on appelle les sciences exactes, est-ce que parfois il n'y a pas une sorte de sentiment de supériorité, voilà, ou de complexe qui amènerait justement à penser que finalement les sciences sociales n'ont pas grand-chose à rapporter justement dans ce cadre-là. Dernière question par rapport à cela. Est-ce qu'au préalable, il y a un cadre épistémologique qui est proposé? Ou alors est-ce que chacun travaille de son côté, puis après on vient et on réunit, on se réunit et on voit ce qui peut en être tiré? Est-ce que donc, à la base, il y a un cadre épistémologique qui est d'abord élaboré et sur la base duquel j'en travaille? Ou alors est-ce que chaque équipe travaille de son côté, puis après, sur la base de discussions entamées, les gens finissent par arriver à quelque chose de concret, de commun? Alors, Merci.
Merci pour vos trois questions. Je prends, pardon, peut-être un petit peu la réponse à ces questions, si vous le voulez bien, mais je laisserai mes collègues compléter éventuellement. Concernant les partenaires, par exemple, des pays du Sud, ça dépend vraiment de chaque projet. Il y a certains appels à projets européens qui impliquent obligatoirement des partenaires du continent asiatique, du continent africain ou autre. Et en ce cas, ils sont nommés. Donc, ça dépend vraiment du projet. En ce cas, donc, il faut que l'équipe en place qui réponde à cet appel à projet fasse appel à des chercheurs des zones géographiques nommées. C'est la réponse à votre première question. Pour la seconde question, oui, il existe toujours évidemment des différences épistémologiques ou en tout cas culturelles peut-être entre les sciences sociales et les sciences exactes ou autres. Mais justement, ces projets collaboratifs sont de nature à dépasser en fait ces clivages. Et donc, pour répondre à la troisième question, sur l'épistémologie, il n'y a pas d'épistémologie précise en amont, si vous voulez, de chacun des appels à projets. Il y a juste une question précise de la Commission européenne, par exemple, comment est-ce que on donne un meilleur soin, enfin un meilleur accès aux soins aux personnes en situation de vulnérabilité, et donc faire appel à toutes les disciplines, à tous les chercheurs et à toutes les institutions qui vont pouvoir répondre à cette question d'une manière définitive ou d'une manière, ou en tout cas apporter quelques pistes de réflexion est nécessaire. Et en fait, c'est la correspondance entre ce que vous allez mettre en œuvre au niveau de vos recherches et au niveau de votre consortium pour répondre à cette question et cette question qui va être évaluée au niveau de la Commission européenne qui va vous permettre d'avoir des financements pour ces projets. Voilà. Monsieur, je suis vraiment désolé avec les noms, Fijalkov. Oui, c'est ça. C'est ça, vous avez très bien prononcé, merci. Bon, voilà, alors double merci parce que je trouve que cette réunion était attendue et était bienvenue. Moi, je suis sociologue, je suis professeur de sciences sociales dans une école d'architecture. Je dirige un laboratoire, une équipe de recherche qui s'appelle le Centre de recherche sur l'habitat. Ma question, c'était, bon, alors on a parlé pas mal de santé environnementale. Quelque chose qui émerge beaucoup dans mon champ professionnel, c'est la question de la santé, qualité de santé dans l'habitat. Je pense qu'Emmanuel Henry va être sensible à ces questions-là d'ailleurs. Mais il a dû nous quitter par ailleurs. Nous sommes. Ah oui, bon, c'est pas grave. Dommage. Bon, mais en fait, on est sollicité. Nous, on travaille avec l'Agence régionale de la santé. Île-de-France, par exemple. Bon, donc on est très fortement sollicité là-dessus. Et ma question, c'était, voilà, on est en train de monter une ANR avec une ANR, un PRC avec des collègues suisses autour des indicateurs de santé dans l'habitat, etc., etc. Et la question, c'est est-ce que vous avez d'autres exemples dans votre champ d'observation de collègues qui travaillent effectivement à l'échelon régional et qui essayent effectivement de développer de recherche à un niveau national ou international, ce qui pose des problèmes d'échelle et de comparaison, de coordination entre acteurs, voilà, dans le champ médical, dans le champ de l'habitat, de l'environnement, etc. Voilà. Pour être très court. Merci pour votre question. Sophie, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Précisément, nominativement, je ne peux pas vous les donner. Je n'ai pas la liste des personnes qui essayent, en tout cas de faire en sorte qu'il y ait une synergie, hein, effectivement, entre des fonds, voilà, des fonds régionaux, des fonds nationaux, des fonds européens. On essaie de considérer, on en parlait justement avec Sophie, que les fonds nationaux peuvent être un marchepied pour les fonds européens. Ce n'est pas toujours le cas. On essaie de travailler en tout cas pour accompagner ces communautés de recherche et d'innovation française pour des projets européens. Donc oui, il y a des potentialités, il y a des opportunités. Il y a certains acteurs qui connaissent assez bien la manière de faire, mais c'est vrai que ça peut souvent être des acteurs importants qu'on repère de manière comment dire, chronique presque dans les appels à projets. Mais justement, enfin, il y a une nécessité aussi, il y a une véritable opportunité pour d'autres acteurs
qui sont aussi un peu nouveaux, à participer à ces appels à projets européens. Je connais une équipe en SHS, par exemple, en informatique plus précisément, qui a déposé une candidature pour la première fois en tant que leader d'un consortium d'un projet du Cluster 2 et qui l'a eu, qui a été lauréate. Donc à partir du moment où vous vous appuyez sur les outils que le PCN met à votre disposition, aussi bien le PCN Cluster Santé que le PCN Cluster SHS, et puis avec quelques aides, puisqu'il y a aussi l'ANR qui propose des financements, par exemple, le financement MRSEI pour déposer des appels à projets avec une bonne identification, un réseau déjà constitué, une stratégie pour aller à l'Europe, ça semble possible, mais voilà la réponse que je peux vous faire. Ouais, ça donne des pistes déjà, merci. Je vous en prie. Après, s'il y a des commentaires sur ces questions, les personnes encore en ligne, n'hésitez pas. Bien sûr, et puis on est aussi disponible sur, voilà, toutes nos coordonnées sont sur le site horizoneurope.gouv.fr pour nous solliciter de manière individuelle, hein, ou en commun entre Sophie et moi. Donc s'il n'y a plus de questions, on peut aussi s'en arrêter là. Et puis vous pouvez revenir vers nous pour poser d'autres questions. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Oui, j'ai juste une dernière question pour Madame Greenberg, c'est possible. Bien sûr, mais oui. Par rapport à votre interaction en fait avec les autres partenaires, parce que vous dites que vous avez été approché par Monsieur Sirard, est-ce que c'est aussi facile de travailler avec les partenaires d'autres pays? Et est-ce que potentiellement ça vous a, le fait d'être dans ce projet, ouvert de nouvelles collaborations, peut-être pas tout de suite, mais des nouvelles pistes et opportunités sur d'autres sujets avec d'autres pays? Pour l'instant, on ne travaille pas avec d'autres pays sur des projets qui portent sur cette thématique, mais par contre, un partenaire du projet avait rédigé, répondu à un appel à projet et avait fait appel à moi et à ma collègue justement pour aborder cette question. Donc effectivement, faire partie d'un projet H2020, ça ouvre des portes. C'est certain. Là, on va rédiger l'article justement sur les données. Donc voilà, on va commencer aussi à être un peu plus visible sur cette question. Mais c'est certain que faire partie d'un projet H2020, même en tant que co-leader d'un Work Package, ça ouvre des portes. Oui. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de projet plus hors France. D'accord, parce que votre Work Package SHS, sur donc, ce que vous disiez sur les questionnaires sur l'acceptabilité, c'est fait que sur les patients en France. Et est-ce qu'il y a des... Non, en fait, c'est fait sur des patients Angleterre, Suisse, Belgique, et là, on va aussi faire une version en néerlandais pour les Pays-Bas. Donc, bref, il y avait déjà une partie Pays-Bas, mais voilà, il y aura aussi auprès d'associations de patients et de cliniciens. Et en fait, c'est des questionnaires où on cible les pays européens. Et en fait, les personnes qui répondent, alors même les personnes qui répondent viennent parfois du monde entier, en fait, effectivement. Donc, on passe par des associations européennes et eux font le travail de faire connaître l'enquête auprès de tout le monde. Effectivement, oui. On a beaucoup de personnes, d'Espagne par exemple, qui répondent alors qu'on n'a pas de partenaire espagnol spécialement. Donc les réponses sont assez, c'est un peu dans toute l'Europe et hors Europe également. Merci. Ouais. Parfait. Aucun problème. En tout cas, bon, je vous ai laissé nos coordonnées puis le site internet sur lequel vous pouvez retrouver ces coordonnées. On va publier ensuite, pour le webinaire sur la page de l'événement. Je remercie particulièrement Madame Grimbert et puis Tatiana Quantat, qui en plus est loin, donc il y a un certain décalage horaire, donc il est un peu tard pour elle. Et je remercie d'avoir participé à cet événement. Monsieur Henri aussi qui a dû partir. Et puis tout le monde pour votre participation. Oui, et merci et beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou suggestion, commentaire pour la suite d'événements. Voilà. SHS Santé. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.